Donc merci beaucoup aux organisateurs de ce congrès de m'avoir proposé de faire la conférence inaugurale. Alors, il faut bien dire qu'au tout départ, quand on m'a proposé de faire cette intervention, je me suis beaucoup posé de questions sur pourquoi on me le proposait en fait. Car je ne me sens pas du tout un expert des psychoses émergentes. Et je connais de nombreux collègues qui sont vraiment des experts de cette question. Et c'est vrai que vraiment, je me suis dit, mais pourquoi du coup me demander d'introduire cette question? J'en ai déduit qu'il y avait forcément une raison qu'il fallait que je découvre, et j'ai choisi comme hypothèse de me dire, au fond, moi, pédopsychiatre qui reçoit des adolescents particulièrement, en quoi cette notion de psychose émergente peut être utile dans mon approche des adolescents sans en être expert, c'est-à-dire au fond en tant que pédopsychiatre, praticien, clinicien auprès de ces jeunes, en quoi cette notion m'aide, amène quelque chose que je n'avais pas dans mon outillage. Donc je vais partir de cette logique d'exploration de cette notion. Et comme vous savez souvent, j'ai toujours tendance à penser que ceux qui nous apprennent le plus sur ces questions, c'est quand même les patients. Et donc je vais partir d'un cas clinique pour explorer cette question. Voilà. Alors, il s'avère qu'il y a environ presque 3 ans maintenant, enfin 2 ans et demi, je suis interpellé sur l'unité dont j'ai la responsabilité dans le pôle, qui est une unité d'hospitalisation pour adolescents, et qui est une unité particulière puisqu'elle concerne une tranche d'âge 14-20 ans. Et l'autre particularité, c'est que c'est une unité en ville, complètement anonymisé en ville, sans les repères traditionnels de l'hôpital et de l'hôpital psychiatrique. Et du coup, ça a une autre incidence, c'est que nous n'avons pas de chambre d'isolement, que l'unité est ouverte en permanence sur la ville, et qu'on me propose d'accueillir un patient de 16 ans qui lui-même est déjà hospitalisé en psychiatrie adulte chez des collègues, et qui a été hospitalisé dans un contexte d'urgence et de crise sous la contrainte de l'autorité parentale, puisqu'il n'était pas du tout d'accord pour être hospitalisé. Ça s'est fait de façon assez violente puisqu'il y a eu une intervention des pompiers et de la police. Ce jeune était isolé depuis plusieurs semaines dans sa chambre. Depuis plusieurs semaines, il refusait de se laver, il refusait de sortir de sa chambre. Il était de plus en plus agressif avec son environnement familial, et particulièrement envers sa mère, qui tentait d'essayer de le faire sortir, d'essayer de sortir d'un tableau où il restait allongé la plupart du temps, les yeux dans le vague, refusant de s'exprimer, avec un regard assez fixe, et en tenant des propos difficiles à comprendre, et en tout cas avec un vécu que sa mère lui veut du mal. Et il va finir dans un moment où elle réitère une tentative de le faire bouger. Il va finir par la menacer physiquement, la bousculer, la faire tomber. Et c'est dans ce contexte, du coup, qu'il sera amené à l'hôpital psychiatrique adulte. Et nos collègues de psychiatrie adulte nous disent que pour eux, il n'y a pas de doute, c'est un épisode psychotique aigu, qu'il est déjà un petit peu soulagé par le traitement antipsychotique et neuroleptique sédatif qui a été mis en place, mais que évidemment ça reste extrêmement difficile dans le dispositif qui l'accueille, qu'ils sont contraints à utiliser beaucoup la chambre d'isolement
plus pour le mettre un peu à l'écart d'autres groupes de patients avec lesquels il pourrait être en difficulté, et qu'il pense plus adapté pour lui de venir sur une structure adolescente jeune adulte, mais effectivement se pose la question de son alliance pour venir sur cette unité. Quand je rencontre ce patient pour la première fois, le contact n'est pas facile, il est totalement incurique, hein, il est très impressionnant, maigre, les cheveux tout collés, une espèce de dermato, je sais pas quoi, sur la peau qui est assez impressionnante. Il a un vécu extrêmement persécutif. Et ce qui me touche beaucoup, c'est son regard. Il a des grands yeux bleus et il a une grande avidité dans son regard. Et moi, j'ai le sentiment qu'il est terrifié de tout ce qui se passe, terrifié de ce qu'il ressent. Et on va tenter du coup d'essayer de construire quelque chose avec lui. Alors, dans ses antécédents, et c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ce patient, c'est pas un patient qui n'est pas connu de la pédopsychiatrie, hein, bien au contraire. Il a eu des difficultés dès l'entrée en maternelle. On a parlé à cette époque d'angoisse de séparation, de difficultés de socialisation. On a fait un diagnostic de retard du langage oral qui bénéficiera de rééducation en orthophonie. On a aussi remarqué des difficultés d'apprentissage et il y aura un diagnostic de troubles d'acquisition des coordinations motrices qui pourrait expliquer en partie ces difficultés. Et puis il y aura dans un second temps un diagnostic de troubles déficit de l'attention sans hyperactivité qui sera aussi posé. En fait, quand on reprend son parcours, bien on voit qu'on a été très attentif à la reconnaissance de ces difficultés en termes d'handicap, avec mise en place d'aménagements pédagogiques, d'AVS, de toute une série de rééducation. Il a d'ailleurs un niveau scolaire tout à fait correct, hein, il n'a pas de retard. Et d'ailleurs, au moment où cette décompensation survient, ça fait plusieurs mois qu'il a intégré une seconde générale. Il a peu d'amis, mais il est suivi depuis la maternelle en pédopsychiatrie. Il a d'abord été suivi en centre médico-psychopédagogique, puis en centre médico-psychologique, et puis les derniers suivis étaient en libéral. Alors depuis 2 ans, par contre, il n'a plus de suivi parce qu'il dit qu'il en a marre de toute cette bande de psy qu'il a pu voir depuis longtemps et qu'il n'est plus tout à fait persuadé que ça l'aide et qu'aujourd'hui, en tout cas, ça faisait 2 ans qu'il n'avait plus de prise en charge. Et c'était d'ailleurs le médecin généraliste du coup qui gérait les certificats à la MDPH. La famille, bon alors j'ai un petit peu changé les choses, évidemment, mais bon, voilà, donc c'est des parents qui sont d'origine basque, enfin dans une province, parce que ça a une importance dans les enjeux identitaires. Les parents sont séparés depuis 10 ans, mais ils ont un aménagement de leur vie ensemble qui est tout à fait particulier, mais qui a l'air de bien fonctionner. Chacun a son propre appartement, mais ils ont gardé l'appartement familial en commun et ils y vivent de façon alternative. Donc le papa est enseignant et donc du coup il est absent du dimanche au jeudi puisqu'il enseigne dans une autre région que Paris. Et c'est la maman qui habite à ce moment-là l'appartement familial. Et puis quand le père rentre le jeudi soir, la maman regagne son propre appartement parisien. Elle-même travaillant à Paris. Le couple a 2 enfants. Aucun n'a refait officiellement sa vie avec un compagnon ou une compagne. La fratrie est composée donc de 2 enfants. Joël a un frère aîné qui lui n'a pas eu de soucis particuliers. Il y a une assez bonne relation entre les 2 frères, mais cette période d'entrée en seconde marque aussi une période où le frère, lui, est parti, est devenu indépendant dans un projet d'études et ne vit plus à la maison. Voilà un petit peu pour les éléments. Alors, donc je vous ai dit, le diagnostic qui est posé à ce moment-là, c'est épisode psychotique aigu. Très bien.
Et évidemment, moi, les questions que je me pose, c'est finalement ce processus psychotique, il existe depuis combien de temps? Est-ce que finalement, dès l'enfance, on aurait pu évoquer une problématique psychotique, ou est-ce qu'il y avait des éléments avant-coureurs, avant cet épisode psychotique aigu? Est-ce qu'il aurait été possible de prévenir cet épisode aigu? C'est quand même un peu embêtant de penser que cet enfant est suivi depuis très longtemps et qu'on n'a pas pu prévenir l'impact de cet épisode aigu. Qu'aurait-il fallu repérer qu'on n'a pas vu avec nos grilles de lecture plus classiques? Comment on aurait pu intervenir d'une façon différente? Donc j'ai toutes ces questions en tête autour de ce patient qu'on accueille sur cette unité. Donc, on sait très bien l'impact d'un premier épisode psychotique chez l'adolescent et un adulte jeune. C'est vraiment une cassure dans sa trajectoire, dans l'expérience qu'il va vivre à la fois de l'épisode psychotique et de la rencontre avec les soins, dans un contexte d'urgence, de contrainte. On peut quand même craindre que cet épisode entraîne un blocage du développement de sa personnalité, du développement de son réseau social, à un moment où il entre au lycée. Et on sait très bien que le processus d'adolescence est une période très particulière de la vie qui a un impact sur la construction de l'identité, de l'individualité, que c'est un moment d'émancipation de la famille tout en préservant des liens avec les parents. Alors là, l'établissement d'un réseau social, les premières expériences de relations intimes, finir son projet scolaire et commencer à entrevoir une trajectoire professionnelle. Donc c'est quand même un moment très important. On peut dire que cet épisode va compromettre un certain nombre de ces dimensions. Par ailleurs, on sait bien, quand ces épisodes surviennent, que se pose souvent, ça ne sera pas... On s'est posé la question, mais lui, il ne consommait pas du tout de cannabis en particulier. C'est une recherche, bien sûr, qu'on a fait, mais toute la question de la comorbidité avec la consommation de toxiques. C'est aussi une période où c'est des jeunes qui peuvent avoir, alors là, c'est pas vraiment son cas, lui, mais peu d'expérience avec le système de soins, mais aussi qu'est-ce qu'on pense de la maladie mentale à cet âge-là? Je ne sais pas si les adultes ont une vision plus ouverte ou moins stigmatisante de la maladie mentale, mais on sait très bien à l'adolescence la crainte d'être fou qui est quand même souvent très présente dans la réticence à rencontrer des psys quand on ne va pas très bien, qui peut aussi contraster avec un certain sentiment d'invulnérabilité qui peut exister à cet âge. On voit bien que le risque de tous ces facteurs est d'entraîner un processus de déni qui va être une stratégie pour rejeter des soins, car il faut bien dire que pour accepter des soins, il faut quand même accepter d'être un peu dépendant. Et il faut bien dire que l'adolescence, qui est un moment où on cherche à sortir d'un système de dépendance, c'est quand même pas toujours le meilleur moment pour rencontrer un autre système de dépendance qui est le système de soins. Donc souvent, en plus, une fois qu'on a fait un premier épisode psychotique aigu, le risque de décalage avec les autres adolescents, avec ses pairs, un renforcement du sentiment d'isolement social, et ça peut conduire dans un certain nombre de situations à une perte d'espoir d'avoir encore une ouverture vers des possibilités de tout ce qu'on avait pu rêver faire à l'âge adulte. Et là encore, avec un risque de désengagement des soins, puisqu'on ne perçoit pas que ça permet de préserver des perspectives et de maintenir des phénomènes de déni de la maladie. Donc, je pense qu'on sera bien d'accord sur l'idée que c'est quand même, si on peut éviter de se confronter à l'expérience d'un premier épisode psychotique aigu, on peut quand même penser que ça serait plutôt une bonne chose. Ce ne sera pas toujours possible, mais la question se pose. Alors, du coup, je me suis dit, on va aller revoir la notion de psychose pour savoir finalement quand est-ce que ça débute, quand est-ce qu'on peut la repérer, avec quels outils. Et puis, en même temps, il y a tout un savoir qui existe depuis de nombreuses années autour de ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Alors, avant Kraepelin, il y a bien longtemps que cette notion de psychose apparaît.
avec des précurseurs. Et finalement, la notion de psychose, telle qu'on la connaît dans la schizophrénie, va d'abord s'appeler démence précoce, hein, avec Émile Kraepelin, avec l'idée d'un affaiblissement mental. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'au départ, on va être dans l'idée d'avoir une volonté d'avoir une description évolutive, on va abandonner progressivement ce désir de description évolutive au profit d'une description par caractéristique. Hein, on y reviendra, c'est une des difficultés qu'on peut avoir autour de ce sujet. Bleuler utilisera pour la première fois le terme de schizophrénie le 24 avril 1908 à Berlin lors d'une conférence. Il va insister sur la place de la scission des fonctions psychiques, entraînant une désintégration de la vie psychique et une perte de l'unité de la personnalité. Il va définir un certain nombre de symptômes fondamentaux, comme la perturbation des associations, la perturbation de l'affectivité, l'ambivalence. Il va créer le terme d'autisme, perte de contact avec la réalité et la prédominance de la vie intérieure. Pour lui, à ce moment-là, hallucinations et idées délirantes sont des symptômes accessoires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est à ce moment-là dans l'idée que c'est une illusion, l'idée d'épisode aigu, que ce qu'on constate dans l'apparition de l'hallucination et des idées délirantes, c'est plutôt l'exacerbation d'une maladie chronique dont les symptômes fondamentaux n'ont pas été repérés. Schneider va, lui, essayer de classer en termes de symptômes de premier rang, qui sont qualitativement anormaux, et symptômes de second rang, qui sont quantitativement anormaux. Et il considère comme symptômes de premier rang les voix qui conversent entre elles et les hallucinations commentant les actions du sujet. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait dans la même ligne de pensée. Alors, en ce qui concerne l'impact sur la nosologie et les critères diagnostiques, lors de la création du DSM-1 en 1952, Meyer va insister pour lui sur l'idée que la maladie mentale est un système adaptatif lié à une trajectoire de vie particulière. Et on parlera à ce moment-là de réaction schizophrénique. Mais finalement, ce n'est pas cette idée qui va se poursuivre avec le DSM-2 en 1968, avec l'apparition de la schizophrénie latente, simple, schizoaffective et la schizophrénie de l'enfant, où on va être plutôt dans une approche catégorielle. Et déjà à l'époque, Medinger dit que c'est un retour en arrière au profit des statistiques et aux dépens de la clinique. Ça ne date pas au jour d'aujourd'hui nos discussions. Le DSM-3 et le DSM-4 va quand même rester dans la lignée des critères diagnostiques et ce sera une guerre d'influence sur l'importance des symptômes positifs, des symptômes négatifs au cours de l'évolution des classifications. Aujourd'hui, on est dans le DSM-5 avec la suppression des différentes formes cliniques au profit d'une cotation de plusieurs dimensions. Alors, par rapport à ce que disait tout à l'heure Florence Askenazi, qu'est-ce qu'on a essayé de comprendre de l'éthiopathogénie de ces phénomènes psychotiques? Dans un premier temps, les théories psychanalytiques. Alors, il y aura tout un mouvement à partir de Freud, puis Mélanie Klein, puis Rakami en France et Lacan. L'idée, on restera sur l'idée que la psychose est un ensemble de mécanismes de défense qui conduisent à une régression narcissique, chacun défendant un certain nombre de concepts. Ce que je trouvais intéressant, c'est de citer un article plus récent de Michel Botbol et Bernard Gols qui décrivait la psychose comme une difficulté à se représenter et à maintenir à l'intérieur de soi une représentation du monde, englobant ses pulsions instinctuelles, ses objets internes et le moi, qui entraîne une altération des capacités de symbolisation avec un désinvestissement massif du corps et des objets internes et qui entraîne une rupture avec la réalité. Toujours dans ces approches éthiopathogéniques, il va y avoir tout le temps, avec l'école de Palo Alto, sur l'idée que, là encore, la psychose est une réponse adaptative secondaire à une communication dysfonctionnelle intrafamiliale. Alors, ces théories, évidemment, vont être très importantes pour le développement des thérapies familiales systémiques. Et
effectivement, mais comme souvent dans les théories, quand elles sont mal comprises ou mal assimilées, le risque de ces approches familiales a été parfois d'augmenter la culpabilité des familles désignées comme responsables de l'entrée dans le phénomène psychotique, alors même qu'il fallait plutôt le voir comme une prise en compte des difficultés de communication, de savoir vraiment si elles étaient à l'origine des troubles ou les conséquences, c'est toujours une grande difficulté. On manque encore de données très claires sur les théories de l'attachement et de la psychose. Certains papiers existent sur la place de l'attachement insécure qui favoriserait le fonctionnement psychotique, mais c'est encore source de peu d'études. Bien sûr, les neurosciences. Alors, les neurosciences vont, dans un premier temps, développer une approche neurodéveloppementale, avec l'idée d'abord qu'il existe des anomalies cérébrales structurelles qui préexistent à l'éclosion de l'épisode psychotique, et que par ailleurs on sait l'impact des antécédents prénataux, périnataux dans les facteurs de risque de développer une maladie psychotique. Daniel Weinberger va développer la notion du double coup, en deux coups, l'idée qu'il y a une atteinte cérébrale précoce, statique, et qui va être révélée au moment de la maturation cérébrale de l'adolescence. La génétique va aussi s'intéresser à la psychose en disant que c'est un modèle complexe, ça concerne de nombreux gènes. Il y a une irritabilité qui est calculée aux alentours de 80%, mais qui est assez importante. Mais par contre, les études de concordance jumeaux monozygotes sont aux alentours de 40-50%. Ce qui amène à l'idée que l'hypothèse purement génétique est insuffisante. Et vous savez, aujourd'hui, tout le développement des travaux d'épigénétique sur l'idée est actuellement une des hypothèses qui prédomine, c'est une régulation de la méthylation de l'ADN dans une dimension épigénétique qui influerait sur l'émergence de la pathologie psychotique. Donc tout ça va aboutir à la notion de vulnérabilité. Et avec la notion de schizotypie, c'est-à-dire, dans un premier temps, avec les théories de Mill, qu'il y a une interaction entre l'apprentissage relationnel et des facteurs génétiques qui, du coup, provoquent des troubles neurobiologiques spécifiques. On va définir un défaut d'intégration neuronale qu'on pense d'origine génétique, qu'on va appeler schizotaxie. Et c'est finalement les facteurs environnementaux qui vont entraîner le passage vers le schizotype, puis le stress qui va entraîner une évolution vers la schizophrénie. C'est ces études qui vont nourrir le modèle biopsychosocial de Ciampi, qui reste aujourd'hui un modèle important dans la compréhension de cette pathologie. Alors, cette notion de vulnérabilité, par rapport à ce qu'on disait précédemment, elle va aussi nous amener à essayer de repérer cliniquement cette vulnérabilité. Alors, c'est depuis longtemps que les psychiatres réfléchissent sur cette notion. Déjà, Bénédicte Augustin Morel parlait de terrain fragile. Kraepelin parlera des personnalités saisissantes dans l'entourage du schizophrène, avec l'idée que dans la famille, d'autres personnes présentaient certaines particularités de personnalité. Et puis, on va essayer de définir un phénotype schizophrénique qu'on appellera schizotype. C'est les travaux de Sandor Rado, où on décrit une forte composante anédonique, avec un défaut de la force motivationnelle du plaisir, et une propension à une distorsion de la conscience du soi corporel qu'il appelle trouble diasthésique de la proprioception. Et l'interaction avec un certain type d'environnement et un certain type de patrimoine génétique conduit du coup à la possibilité de l'apparition d'un moment psychotique. Dans les termes qui existent et qui existent toujours dans le DSM-5, il y a aussi la notion de schizoïdie,
qui est un terme qui commencera par être utilisé par Bleuler et qui sera reprécisé par Kretschmer, avec l'idée que c'est une forme intermédiaire entre le morbide et le normal, ou peut-être une forme morbide avortée. Et que ces personnes présentent à la fois une anesthésie émotionnelle et une hypersensibilité intérieure. Alors si on essaie maintenant d'être dans une logique de parcours et d'essayer de voir justement par rapport au cas qu'on a présenté, la place des antécédents dans l'enfance, quand on reprend des histoires cliniques de patients qui ont développé des troubles psychotiques, on retrouve un certain nombre d'antécédents plus fréquents dans leur enfance. Alors, troubles oppositionnels avec provocation, troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, troubles anxieux, dépression, difficultés d'ajustement social, des enfants plus agressifs, perturbateurs ou en retrait, en particulier dans le milieu scolaire, des difficultés cognitives, troubles de l'attention, troubles mnésiques, troubles des fonctions exécutives, des troubles de la motricité fine ainsi que des retards au franchissement des étapes du développement, des troubles de la coordination, donc quelques symptômes neurologiques, des séquences de mouvements complexes, des réflexes développementaux perturbés. Alors évidemment, si on part avec l'idée qu'on trouve des antécédents dans l'enfance, il m'est venu un certain nombre de questions. Autrefois, on parlait de psychose infantile. Est-ce que cette notion est toujours pertinente aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a des liens avec la notion de psychose de l'adulte ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent quand même plus préoccupé d'un autre regard sur les façons dont les enfants ont des difficultés. On parle de troubles du spectre de l'autisme. Est-ce qu'il y a des liens entre troubles du spectre de l'autisme et psychose adulte ? Ça, c'est des questions, je n'ai pas des réponses à ces questions. Autrefois aussi, on parlait d'organisation pathologique chez l'enfant. Il y avait des visions globales de tenter de comprendre le fonctionnement de l'enfant. Et Roger Misès, particulièrement, utilisait les concepts de disharmonie évolutive, de pathologie limite, évoquait lui-même que la pathologie limite pouvait être un facteur de risque d'entrée dans une pathologie psychotique, en décrivant des défauts précoces des TIH dus à la discontinuité du processus de soins maternels, des défauts de la fonction de contenance, une hétérogénéité structurale avec clivage et développement de la pensée en secteur, des défauts d'élaboration de la position dépressive, un échec des processus de névrotisation, une vulnérabilité à la perte d'objets. Toujours dans les concepts utilisés en pédopsychiatrie, il y avait la notion de prépsychose, décrite par Diatkine et Lebovici, qui correspondait à un grave déséquilibre psychique précurseur le plus souvent d'une réorganisation psychotique après l'adolescence. Fluctuation du sentiment d'unité du moi, fléchissement des activités cognitives, traits obsessionnels, troubles comportementaux, troubles des fonctions instinctuelles, difficultés de contact avec le réel et avec autrui. Donc voilà, est-ce que ces notions sont à reprendre, à oublier? Est-ce qu'elles sont en lien avec le sujet qui nous préoccupe? Voilà, c'est un questionnement que je vous livre. L'équipe de McGorry va insister sur l'idée qu'on peut cependant, en dehors de l'aspect qui existe avant des prodromes annonciateurs d'un épisode psychotique, eh bien, on pouvait décrire une phase prodromale où des modifications comportementales et fonctionnelles apparaissent sans les critères diagnostiques de psychose. Et que cette étape peut durer 1 an, 2, voire plus. Puis apparaît une phase aiguë, avec une période de symptômes francs et invalidants, et une phase de rétablissement avec risque de rechute. Évidemment, à partir de ce modèle, il insiste sur la nécessité de développer une prévention primaire qui permettrait de diminuer le taux d'incidence de la maladie en identifiant les facteurs de risque ou les prodromes, une prévention secondaire qui permettrait de diminuer la prévalence en diminuant la durée de la maladie,
et une prévention tertiaire qui permettrait de diminuer les conséquences de la maladie au niveau social, familial et professionnel. Alors, on va revenir sur cette notion de prodrome. Qu'est-ce qu'on entend par prodrome? C'est donc la reconnaissance de signes avant-coureurs de la maladie. Dès 1908, Kraepelin évoque des signes prémonitoires de la schizophrénie. Il décrit légères modifications de la vie émotionnelle, irritabilité, perte d'intérêt, hyperactivité, baisse de concentration. Plus tardivement, en 1938, Cameron va reprendre cette notion, va essayer de définir ce prodrome en définissant des symptômes non spécifiques initiaux. Alors, il définit un type hyperactif, cauchemar, agitation, angoisse, insomnie, excès de colère, un type hypoactif, introversion, retrait social, et des symptômes spécifiques qui sont des manifestations idéatives, le sentiment d'être observé, que les autres sont mal attentionnés, des manifestations somatiques avec altération du vécu corporel, réaction psychosomatique. Ces travaux vont être repris par Chapman et apparaîtra dans le DSM-3R de 1987 un syndrome prodromique qui sera publié avec un certain nombre de critères. Mais ensuite, ce syndrome va disparaître car il n'est pas suffisamment spécifique. Finalement, tout ce qui est décrit vont être plutôt perçus comme l'annonce de difficultés de santé mentale en général, mais pas spécifiques de la schizophrénie. Et l'équipe d'Hafner va essayer d'aller plus loin pour essayer de démontrer une spécificité d'un syndrome prodromique, mais finalement, même s'ils peuvent démontrer qu'on retrouve toujours des syndromes prodromiques, enfin qu'on retrouve des éléments qui peuvent constituer un syndrome prodromique, ils ne sont pas prédicteurs finalement. Donc c'est ça qui va poser question dans le maintien de cette notion. Aussi, on va essayer d'aborder les choses d'une autre façon. Alors, à partir d'une approche qui sera plus phénoménologique, Kloster-Cotter, lui, va essayer de définir non pas des symptômes psychotiques atténués, mais plutôt des facteurs prédicteurs de l'émergence future d'un trouble psychotique. Et il va définir 6 types de catégories. Ce qu'il appelle des déficiences dynamiques, une incapacité à discriminer différents types d'émotions, des troubles de la cognition, une perturbation de la perception et de l'action, des synesthésies, des troubles végétatifs centraux et une altération des stratégies de coping. Et ça, vraiment, c'est des travaux qui ont pu être évalués. Évidemment, derrière ça, il y a la construction d'outils. Et c'est avec l'idée que si on ne les recherche pas spécifiquement avec des outils adaptés, en général, on passera à côté de ces difficultés. En parallèle de ça, 2 autres équipes, l'équipe de McGorry à Melbourne et l'équipe de Miller et McGlashan à Yale, vont travailler sur la notion d'état mental à risque de psychose. Et là encore, construction d'outils avec mise en place d'études, de cohortes, et on va distinguer finalement 3 groupes. Un premier groupe qui présente une vulnérabilité, c'est-à-dire un trouble de la personnalité de type schizotypique ou ayant un parent du premier degré souffrant d'un trouble psychotique, avec une diminution de leur niveau global de fonctionnement, défini par une réduction de 30% du score du Global Assessment of Functioning, et qui persiste pendant au moins 1 mois au cours de la dernière année, mais qui existe depuis moins de 5 ans. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Dans le groupe 2, on va avoir des sujets qui présentent des troubles psychotiques atténués, soit par leur intensité, soit par leur fréquence. Les symptômes doivent être présents au cours de la dernière année, exister depuis moins de 5 ans. Et un groupe 3 qui présente des symptômes psychotiques limités,
intermittents, brefs. Chaque épisode dure moins d'une semaine et les symptômes disparaissent spontanément à chaque occasion. Donc les symptômes, là encore, doivent être présents au cours de la dernière année et depuis au moins moins de 5 ans. Alors, avec cette notion va apparaître l'idée de durée de psychose non traitée, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a à la fois des facteurs de vulnérabilité, l'entrée dans un syndrome prodromique qui est au départ aspécifique et qui devient progressivement identifiable, et avec du coup un retard dans les soins, alors même qu'on aurait pu déjà repérer un certain nombre de difficultés. Donc, l'idée, évidemment, ça va être de développer des interventions précoces. Donc, avec l'idée de détecter le trouble le plus tôt possible afin d'améliorer le pronostic, voire d'éviter l'entrée dans la pathologie schizophrénique, faciliter la prise en charge des premières années de psychose chez les sujets qui ont développé la maladie, et réduire la durée de psychose non traitée. Pour cela, il est nécessaire d'envisager une évaluation multidisciplinaire avec des outils, donc ça nécessite effectivement des formations spécifiques pour une stratégie adaptée au sujet et à son environnement, avec l'intérêt de préserver ou de rétablir le plus tôt possible l'insertion dans le milieu et la trajectoire de vie. Alors là, je vous présente par exemple un tableau de modèle de prévention qui est proposé par l'équipe de McGorry, où il définit un certain nombre de stades, de populations cibles et d'interventions recommandées, avec d'une part effectivement ceux qui, dans le premier groupe, ont un risque augmenté sans avoir aucun symptôme, qui peuvent donc être ciblés sur les apparentés de premier degré de personnes malades, avec l'idée de développer de l'éducation, de l'information, puisqu'il va y avoir là la question de la prise de toxiques qui peut favoriser des décompensations et de promouvoir la santé dans ces groupes. Un groupe où les symptômes sont aspécifiques et où déjà il y a un déclin fonctionnel, mais modeste, avec des personnes qui peuvent être demandeuses de soins ou qui sont adressées par des médecins généralistes ou des écoles pour les plus jeunes, avec l'importance de mettre en place de la psychoéducation familiale, des thérapies cognitivo-comportementales, et là encore de sensibiliser pour réduire l'usage des drogues. Un groupe où là, il y a un haut risque de présenter une décompensation psychotique avec un déclin fonctionnel, et le dernier groupe correspondant à ceux qui vont entrer dans le premier épisode, avec l'idée de réduire l'impact de ce premier épisode et de permettre une réinsertion le plus tôt possible. Et c'est là qu'apparaissent les traitements antipsychotiques. Donc ça, c'est important d'avoir en tête que la position de ces équipes est de dire qu'on traitera ce qui est visible, alors s'il y a des troubles dépressifs, des troubles anxieux, mais que pour l'instant, on n'a pas d'efficacité démontrée de molécules sur la réduction du taux de transition vers la psychose des sujets à risque. Et que la question se pose d'ailleurs, est-ce que demain on aura la possibilité d'avoir ou pas de molécules neuroprotectrices? Bon, c'est une question voilà, qui pourrait se poser. Alors par contre, il y a des interventions thérapeutiques qui ont montré leur efficacité dans la réduction de la transition vers la psychose. La psychothérapie cognitivo-comportementale, il y a toute une série d'études qui montrent ses efficacités. Le travail de psychoéducation de la famille et un soutien social très actif, très dynamique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres possibilités d'intervention thérapeutique.
Mais là, il serait important qu'il y ait des travaux, en tout cas, pour démontrer leur efficacité dans les stratégies à proposer dans ces situations. Et d'ailleurs, la remédiation cognitive, pour l'instant, n'a pas fait preuve, dans des études contrôlées, que ça réduisait le risque de transition. Pour autant, effectivement, on pense que c'est quand même une bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'hypothèse actuelle, c'est que les troubles cognitifs, ils existent depuis longtemps, qui sont stables, et donc on n'est plus sur l'idée d'une évolution neurodégénérative, avec l'idée progressivement, il y a une altération cognitive, mais des troubles cognitifs d'emblée, mais qui se dégradent sur le plan fonctionnel au cours du temps. D'où l'intérêt, du coup, de mettre en place ces remédiations cognitives. En sachant qu'aujourd'hui, on peut par contre démontrer que sur ce public, on peut évaluer des troubles cognitifs. Alors, en général, les effets sont faibles ou modérés sur l'efficience intellectuelle, mais on voit des troubles des fonctions exécutives, des troubles de la mémoire épisodique verbale, des troubles de la mémoire visuelle, des troubles de la mémoire de travail, des troubles de l'attention et des difficultés d'effluence verbale. Mais on ne se limitera pas à cette dimension-là. Il y a aussi la question... Ah, ça, je vais aller trop vite. Hop. La question des troubles de la cognition sociale, qui est donc les capacités de perception, d'interprétation et de traitement des informations perçues dans un contexte social, en particulier la perception et le traitement des émotions, tout ce qui est autour de l'évaluation de la construction de la théorie de l'esprit, les perceptions et traitements des contextes sociaux et le style attributionnel. Et on pense que toutes ces difficultés participent à l'apparition de troubles autour de l'isolement. Et puis les troubles de la métacognition, c'est-à-dire ces capacités à pouvoir prendre du recul, de penser à propos de sa pensée, et que c'est tout ce qui concerne les mécanismes qu'on met en place afin de contrôler ou modifier ces contenus de pensée. Et là encore, ces altérations vont du coup peuvent favoriser des manifestations délirantes. Alors, tout ça m'amène à revenir sur un des articles que j'ai lu pour préparer cette intervention, qui est un éditorial de 2009, je dis bien de 2009, donc c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on voit bien que pourtant, dans les faits, on a toujours un petit peu de mal à modifier notre regard, où Suzanne Parisot, enfin je vous l'engage à le lire, il est très intéressant, dans un style un peu punchy. Je vais reprendre certains éléments mot à mot, parce que je trouve que je ne pourrais pas l'exprimer aussi bien que c'est rédigé, où pour elle, et j'espère vous avoir convaincu avec tous ces éléments, que la notion de psychose émergente, c'est une approche clinique au plus près de l'observation quotidienne qui s'affranchit des notions de classification catégorielle et qui permet un pari sur diverses évolutions et surtout avec l'idée d'une inflexion positive possible, tant spontanément que grâce aux soins. Et qui entraîne l'idée d'une priorité des soins les plus précoces et les plus efficaces possibles avant de penser le traitement de la chronicité, des suites, des séquelles et des handicaps. Et vraiment, je trouve que, voilà, pour moi, c'est vraiment, cette notion est très importante parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même très vite envahi par une vision très définitive des troubles, avec l'idée que, oui, on prend en compte l'accompagnement, mais pas forcément avec l'idée d'une perspective évolutive positive. Et une espèce de résignation à l'idée d'une certaine chronicité handicapante. Donc ce qu'elle dit, c'est ces termes, que ce pari, c'est une promesse,
c'est la volonté d'être présent précocement comme soignant, prêt à intervenir par des soins appropriés pour prévenir une évolution défavorable vers une psychose au long cours. Et elle précise, pour tenir cette promesse, il faut d'une part reconnaître le plus en amont possible ces symptômes qui risquent de mal tourner, et d'autre part se démarquer du modèle centre de dépistage qui induirait rapidement une nouvelle stigmatisation du sujet dans une nouvelle catégorie diagnostique qui annihilerait le pari d'une intervention positive sur l'évolution. Elle insiste sur l'importance de développer une pratique. Comme je vous disais tout à l'heure, par contre, ça veut dire se former, connaître de nouveaux outils, de nouvelles approches pour reconnaître un trouble. Et ce que j'ai trouvé très beau, et j'ai repris encore, je me suis permis de reprendre cette phrase, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu dans la rencontre avec Joëlle, c'est que pour elle, reconnaître un trouble, c'est une relation interactive, où l'observé n'est pas l'objet de l'observateur, mais toujours un sujet rencontrant un autre dans une relation organisée. Et parfois, effectivement, cette découverte, elle est souvent dans un contexte qui peut être évidemment très bouleversant. Alors, vous dire un petit mot de Joël, parce que j'ai commencé par lui. Il est resté 1 an dans le service d'hospitalisation de pédopsychiatrie, en sachant que il y a eu quand même assez rapidement des permissions à l'extérieur, puisque, comme je vous l'ai dit, on est une unité ouverte, avec des sorties progressives. Il faut dire aussi que les parents aussi sont venus beaucoup à l'intérieur du service. Alors, le minimum était que moi je voyais Joël en individuel 1 fois par semaine, et parfois il était vu à d'autres occasions par les internes du service. Il y avait des entretiens familiaux hebdomadaires, et c'est vrai que ces entretiens, ils ont été particulièrement éprouvants, mais souvent très, très riches. Déjà, le premier entretien, quand je vous ai dit ce garçon avec ce regard bleu acier, très effrayé, d'emblée, on a pu parler du fait de son souhait ou pas d'être sur cette unité. C'est-à-dire que lui, évidemment, il a comparé, le choix était relatif, il n'avait pas le choix de rentrer à la maison. Il avait le choix entre continuer les soins en psychiatrie adulte, avec ce qui pouvait lui être proposé en psychiatrie adulte, ou poursuivre les soins en pédopsychiatrie, mais dans un lieu beaucoup moins contenant. Et dans certaines situations, il faut vraiment parfois prendre ce temps-là, d'où le fait qu'on a développé maintenant vraiment une collaboration avec nos collègues de psychiatrie adulte, où nous, on va effectivement rencontrer les jeunes et leurs familles dans le service de psychiatrie adulte, et on évalue avec nos collègues de psychiatrie adulte le meilleur moment du passage. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'engagement du jeune qui pense que ça peut être une bonne idée de venir sur notre unité. Ça a été assez vite son cas. Parce que lui, évidemment, ce qu'il mettait en avant à juste titre, c'est qu'il n'y avait pas de chambre d'isolement dans notre service, d'une part, et deuxièmement, c'était l'autre aspect intéressant, c'est qu'il pourrait être avec des jeunes de son âge, et ça semblait quelque chose qui le rassurait. Au cours de ces entretiens, il y a eu beaucoup de discussions sur la question du diagnostic. Les parents ont beaucoup interrogé, en présence de Joël, la question du diagnostic. Est-ce qu'il est schizophrène? Est-ce qu'il ne l'est pas? Depuis quand on aurait pu le savoir? Mais quand même, quand il était enfant, qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu et qu'on aurait pu traiter autrement, qui est à la source d'ailleurs de mon questionnement. Et ce que j'ai trouvé, une fois que Joël a été soulagé par les traitements antipsychotiques, il a vraiment participé à ces discussions
même si parfois il pouvait montrer qu'il n'était pas très content de ce type de discussion, mais je trouve, il s'est vraiment impliqué et il a essayé en tout cas d'expliquer au mieux ce que lui pouvait ressentir, de la même façon qu'avec l'équipe, on s'est vraiment engagé à expliquer pourquoi on se posait ces questions-là, en fait. Parce qu'il avait souvent beaucoup besoin de cette dimension-là. Pourquoi vous me posez cette question-là? À quoi elle va servir cette question-là? Avec au départ quand même un vécu d'intrusion dans son intimité et progressivement un vécu de bienveillance qu'il a pu accepter. J'ai presque fini, si c'est ça, voilà. Je suis dans mon timing, vous inquiétez pas. On a pu envisager, alors voilà, donc on est passé, il est resté quand même 1 mois et demi en psychiatrie adulte, il a passé 1 an dans notre service. Alors, dans le service, il a participé à un certain nombre de médiations, il a pu reprendre aussi des ateliers scolaires et progressivement on a envisagé une rescolarisation en seconde générale. Quand il est sorti, donc il est sorti au bout d'un an, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a pris des risques ensemble. C'est-à-dire que l'équipe, la famille et le jeune, on a pris des risques ensemble en termes de sortie, en termes de diminution de traitement. On a toujours essayé de répondre à ces demandes. Et quand il est sorti, il a accepté de venir toutes les semaines en entretien infirmier, plus pour vraiment être guidé dans un certain nombre de questions très pragmatiques de sa vie quotidienne. On a eu la chance, puisque on est dans le même groupement hospitalier que l'équipe du professeur Marie-Odile Krebs et Isabelle Amado, qui ont bien voulu aussi faire des évaluations que nous ne savions pas faire. Et ça aussi qui commence à poser un certain nombre de questions dans l'unité sur la place de ces évaluations. Et il a très vite, Joël, adhéré à une aide sous forme de remédiation cognitive. Il trouve que, il peut en parler, il peut expliquer en quoi ça l'aide. Et finalement, il a suivi toute sa seconde générale, qui a été quand même très lourde, très difficile. Et actuellement, il vient de passer en première technologique. Alors maintenant, il n'a plus les entretiens infirmiers hebdomadaires parce qu'il trouve qu'il en a moins besoin. Je le vois toutes les 3 semaines en entretien individuel et familial. Et moi-même, je suis émerveillé de son évolution, en fait. Alors, il reste curieux, il reste en difficulté de socialisation, mais ce qui m'émerveille, c'est sa capacité à décrire comment ça fonctionne chez lui. Et dernièrement, il y a eu un conflit à la maison, puisque son frère vient de présenter sa fiancée. Et en fait, c'est très touchant parce qu'il ressent qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui. Il ne peut pas faire de lien avec les événements de vie, mais il dit ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi. Là, il faut mieux que je m'isole. Je vais aller passer quelques jours chez ma grand-mère à distance de la famille, c'est mieux. Et après, il peut réfléchir, il peut accepter l'hypothèse. Est-ce que jamais ça pourrait avoir lien avec le fait que ton frère a une petite amie maintenant? Est-ce que ça... Et il réfléchit à ces hypothèses-là et il a une souplesse d'hypothèse tout à fait intéressante. Et l'autre aspect, c'est que pendant très très longtemps et pendant tout le temps de l'hospitalisation, quand je faisais les entretiens avec Joël, j'avais toujours une petite appréhension parce que je sentais quand même que mes questions le dérangeaient. J'avais toujours peur que je sois maladroit et que ça déclenche chez lui quelque chose qui puisse rompre le lien ensemble. Alors, ce qui m'a déjà rassuré, c'est quand il est allé voir l'équipe de Marie-Odile, là-bas, il a dit « Alors, je vous préviens, c'est très intéressant, mais il n'y en a qu'un seul qui décide quelque chose avec moi, c'est M. Chambry. » Donc, j'ai dit « Bon, il m'a quand même repéré comme le médecin référent de cette situation. » Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Quand il vient, il est détendu et je peux m'autoriser plein de questions et il le vit toujours avec l'idée, je ne comprends pas toujours le sens de vos questions, mais
au moins il les vit comme toujours quelque chose à son service. Je voudrais remercier, pour conclure, tous les excellents articles de l'information psychiatrique qui m'ont permis, et c'est vrai, hein, j'ai vraiment lu toute la série Psychose émergente qui m'a aidé à préparer évidemment ce texte. Et puis quelqu'un que je ne connais pas, mais comme je suis toujours du genre à citer mes sources, qui est Alice Aupetit, et qui a fait une thèse remarquable, thèse de médecine, et qui m'a beaucoup aidé. Je vois que Marie-Odile, elle voit bien de qui il s'agit. Et voilà, comme c'est un document qu'on peut lire sur Internet, je vous l'engage, il est remarquable. Hein, voilà, parce que je trouve que c'est important. Et puis je voudrais, et j'ai vraiment fini, souvent on entend la question du risque d'étiquetage précoce et du risque de figer l'évolution. Et j'aurais pas le temps de... Je vais rester sur une phrase assez énigmatique, mais que j'ai trouvée passionnante, mais qu'il a développée, c'est la phrase d'Ansermet, où il dit que l'être humain est un être biologiquement déterminé pour ne pas l'être, et que, au fond, je crois que justement l'intérêt de la notion de psychose émergente, c'est pas de figer les choses, mais au contraire de permettre d'assouplir les perspectives évolutives, et qu'elle permet de renoncer au déterminisme au profit du devenir. Je vous remercie de votre attention.